pont des Corbeaux, chapitre 8. Amant. Hugo, jeudi 17 février 1944. Le lendemain de mon passage au chalet avec Gustave, j'étais retournée au chalet, vérifier s'il y avait une réponse. Lucie était bien passée. J'avais récupéré le billet en laissant un autre en échange, avec juste un cœur dessiné sur une feuille. J'étais rentrée au Majestic pour lire le message dans ma chambre. La réponse était sur le même ton. Je lui manquais aussi, et elle serait au chalet le jeudi. Le 15, j'avais été débarrassée de mon bandage. Depuis longtemps, je ne sentais plus aucune douleur. Selon la radiographie, la consolidation était satisfaisante. Gustave m'avait conseillé quand même de garder le plus possible le bras en écharpe, pendant encore une dizaine de jours. Je suis heureux de pouvoir mobiliser de nouveau mon membre, dont les muscles ont un peu fondu. Le jeudi est enfin arrivé, et je me rends un peu avant 9 heures au chalet. J'ai demandé à Gustave de venir une demi-heure plus tard, le temps de parler à Lucie seule à seule. Elle arrive 5 minutes après moi et se jette à mon cou. Je lui ai manqué autant qu'elle m'a manqué. Je lui annonce alors que je dois repartir à Annecy le jour même. Toutefois, je veux pouvoir la joindre et qu'elle puisse me joindre elle aussi. Le courrier est trop risqué. Gustave servira de messager. Je lui explique ce que j'ai envisagé avec mon ami. Les messages dans la boîte à sel et cryptés avec le code des francs-maçons, dont elle se souvient, heureusement. Voyant qu'elle ne s'oppose pas à ce que le médecin serve d'intermédiaire, je lui parle aussi de la proposition de ce dernier de lui transmettre des informations sur les troupes allemandes s'il en glane dans les conversations que les officiers allemands ont entre eux. Qui se méfierait du médecin? Mais ces informations, si elles concernent la vallée de Chamonix, lui seront transmises à elle, qui devra les faire parvenir aux personnes concernées, la filière des passeurs ou la résistance. Je lui précise où déposer les messages. Elle est cependant surprise lorsque je lui déclare qu'en cas de délai trop court entre l'information et le risque pour les résistants, elle pourra donner le message directement à son père, sans lui révéler qui en est vraiment à l'origine. Arsène sait que je suis son contact à Chamonix, et il connaît mon nom de code. Mais je ne veux pas que Lucie sache que mon pseudonyme est Victor, comme Victor Hugo, allusion indirecte à mon prénom. Elle rirait certainement aux éclats. Et encore plus si elle connaissait mon nom de code pour l'OSS, Victor Germain. Double allusion, l'une à mon prénom, l'autre à ma nationalité. Mais surtout, il vaut mieux qu'elle l'ignore, au cas où elle serait arrêtée et interrogée, ce que j'espère ne jamais voir arriver. J'ai juste eu le temps d'informer Lucie, que je vais lui présenter Gustave, que celui-ci débarque. Si lui l'a déjà vu de loin, elle le découvre. Nous sommes amis, mais très différents. Si tous les deux nous avons les yeux bleus, Gustave a des cheveux roux, raides comme des baguettes à tambour, quand les miens sont bruns et souples, et il mesure bien au moins 10 centimètres de moins que mon 1,87 m. Mais avec ses taches de rousseur, il a un aspect aussi juvénile que moi avec mes fossettes. Le médecin se montre fidèle à lui-même, avec sa bonhomie habituelle et son esprit carabin. Le personnage semble sympathique d'emblée à Lucie. Après une rapide mise au point sur les messages, Gustave prend congé pour retourner au Majestic, où ses malades l'attendent, nous laissant en tête-à-tête, en amoureux. Mais nous n'avons que peu de temps avant l'heure de nos trains respectifs. Je peux embrasser, éteindre la femme que j'aime dans mes 2 bras, mais la sentir tout contre moi est une épreuve, sachant que nous devons nous séparer rapidement. Lucie se blottit si étroitement que mon corps réagit aussitôt, et je dois faire des efforts surhumains pour me maîtriser. Nous nous quittons en nous promettant d'être là tous les deux le 26. Hugo, seconde quinzaine de février 1944. À Annecy, je retrouve mon bureau au Gréco dans la Villa Schmitt, avenue d'Albigny. Je soumets les résultats de l'enquête menée à Chamonix sur la filière de passage vers la Suisse, notamment l'itinéraire dont j'avais déjà parlé à mes collègues lorsqu'ils étaient venus me voir au Majestic. J'ai depuis repéré 2 autres itinéraires possibles depuis Chamonix par le col du Tour, plutôt hasardeux, et celui du col de Balme, mais ce dernier est déjà très surveillé.
J'y ai ajouté le nom d'un guide, précisant que malheureusement ce dernier s'est tué en montagne récemment et que personne ne semble avoir pris le relais pour l'instant. Je sollicite aussi l'autorisation du responsable du Gréco, le SS Hauptsturmführer Rieve, de poursuivre l'enquête en solo, puisque je connais maintenant bien Chamonix et ses habitants. Guéri de mes blessures, je pourrais désormais pousser jusqu'aux Tours, Argentières et Valorcine. J'obtiens l'autorisation demandée, ainsi que celle de réquisitionner un petit chalet isolé que j'ai repéré. Je profite de ce séjour à Annecy pour relire les rapports précédents et tendre l'oreille, puisque la Gestapo partage la villa avec le Gréco. Au début février, suite à une dénonciation, les miliciens avaient opéré une rafle à Thônes et surpris un groupe franc du maquis endormi dans une ferme après une mission nocturne de ravitaillement sur le plateau enneigé. Ils avaient tiré sans sommation et tué un maquisard, en avaient pris 2 qui avaient été déportés. 2 autres avaient pu s'enfuir. Et le 12 février, il y avait eu un sanglant accrochage entre les maquisards et la garde mobile. Mais j'avais découvert qu'il y avait eu, 3 jours après, un accord de neutralité temporaire entre le chef des Glières et le commandant par intérim des GMR, l'officier de paix Courret, plutôt favorable à la résistance. Il avait accepté de ne pas entraver non seulement le ravitaillement des maquisards, mais encore le passage des nouveaux arrivants. Le 3e bataillon du 28e régiment de police SS Todt allait prochainement être relevé par une compagnie du 1er bataillon du 19e régiment de police SS, commandé par le SS Sturmbannführer und Major der Schutzpolizei Richard Maywald. Il était question d'assurer la sécurité sur les arrières de l'opération Hochsavoyen, menée contre le maquis des Glières. À Annecy, la 1re compagnie devait succéder au 1er bataillon du 28e régiment de chasseurs alpins au quartier de Galbert, avenue de Genève. Et la 13e compagnie prendre la suite de la 12e compagnie du 3e bataillon du régiment SS Todt à l'école Saint-François, rue de la Gare, tandis que l'état-major du bataillon, avec une session administrative, allait occuper de nouveau l'hôtel du Mont-Blanc, rue Vaugelas. L'action Hochsavoyen devait être menée conjointement par la 157e division de réserve de la Wehrmacht, soit 3 bataillons d'environ 600 hommes, et les forces de l'ordre vichistes. Mais je n'avais encore aucune notion de la date. En revanche, j'avais évalué le nombre de soldats de la Wehrmacht et de vichistes à 4000 hommes au minimum, près de 9 fois plus que les maquisards, qui avaient reçu un premier gros parachutage d'armes le 14 février. La disproportion serait aussi flagrante pour les armes, puisque Allemands et vichistes disposaient de mitrailleuses, de mortiers, ainsi que de quelques canons et obusiers, plus un appui aérien. Je n'en avais pas su plus avant de repartir à Chamonix, mais je reviendrai régulièrement à Annecy et essaierai d'en savoir plus. En attendant, j'avais laissé un message à l'endroit prévu à l'église Saint-Maurice. Hugo, samedi 26 février 1944. J'étais repartie dès le 24 février. Je voulais préparer une surprise pour Lucie. J'avais 2 jours pour aménager le chalet où j'allais désormais habiter lorsque je serais à Chamonix. J'avais fait des recherches et avait réussi à contacter la fille de l'ancien propriétaire décédé pour l'informer de la réquisition du chalet. Je m'étais attelée au ménage, avais acheté quelques articles de cuisine, un peu de linge de maison. Dans la petite chambre, j'avais installé une table avec une cuvette et un broc à eau, quelques accessoires de toilette, ainsi qu'un miroir pour mes ablutions. Et surtout, je m'étais occupée du ravitaillement pour les repas. J'avais ramené quelques victuailles d'Annecy. Le jour J, tout est sous contrôle. Il ne manque plus que la principale intéressée, qui arrive un peu après 16 heures, en tenue de ski, avec son habituel sac à dos, comme à chaque fois qu'elle revient de Valorcine depuis que je la connais. Elle est surprise de trouver un chalet impeccablement propre et rangé. Il y règne une agréable chaleur. Et surtout, il y a moi, qui ai préparé du thé avec des petits gâteaux. Elle pose son sac à dos sur un des bancs et se jette dans mes bras pour un long baiser avant même d'enlever sa canadienne, son écharpe et son bonnet. Elle a juste ôté ses gants pour glisser ses mains sous mon pull. « Tu as le bout du nez glacé, mon amour, lui assonai-je. « Et pas que le bout du nez, réplique-t-elle,
en se reculant pour se dévêtir. Mais je compte sur toi pour me réchauffer. Eh bien, tu vas commencer par prendre un thé bien chaud, avec des macarons tout droit venus de la pâtisserie des Alpes. Je vois que tu as les moyens. Monsieur Aubert fabrique les meilleurs macarons qui soient. Ce n'est pas le nom que j'ai vu sur la porte, réagis-je. Normal. Monsieur Aubert est le pâtissier. Il travaille pour Hélène et Jeanne Vallée, les noms que tu as dû lire sur la devanture. Ce sont les nièces de monsieur de Voissou qui a créé cette pâtisserie en 1870. Jeanne est la femme de René Paillot, le banquier. Enfin, un des deux puisqu'il est associé à son frère Paul. Tu m'en diras tant, dis-je amusé, en lui servant une tasse de thé. Elle me regarde faire, fixant la théière ainsi que les tasses et soucoupes disposées sur la table qu'elle ne se rappelle pas avoir vues auparavant. Elle m'en fait la remarque. C'est que, désormais, je suis ici chez moi, avec l'accord de l'héritière du père Simon. Donc, j'ai aménagé un peu les lieux. Et tu es la bienvenue, quand tu le souhaites, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Elle reste un moment sans voix. Quand je m'assieds, elle vient s'installer sur mes genoux et prend mon visage entre ses mains pour un ardent baiser. Je l'interromps pour la rappeler à l'ordre. D'abord le thé, les câlins après, mademoiselle de Villa. Rabat-joie, bougonnent-elle, avec une mimique qui évoque le contraire de ses propos. Elle obtempère néanmoins, et boit rapidement sa tasse de thé en grignotant 2 macarons, ses yeux dans les miens. Mais dès qu'elle a fini, elle s'installe à califourchon sur mes cuisses et plaque ses lèvres sur les miennes. Et cette fois, je réponds au baiser avec fougue. Elle hume mon parfum, et moi, je m'élivre de l'odeur de savonnette de sa peau et du léger parfum de cannelle de ses cheveux, que j'ai libérés du chignon dans lequel ils étaient enserrés. Elle fait passer mon pull par-dessus ma tête, pendant que je m'attaque au bouton de son gilet. Puis je me lève avec elle, après avoir glissé mes mains sous ses fesses, pendant qu'elle enlace mes hanches de ses longues jambes et s'agrippe à mon cou. Je la porte jusqu'à la chambre et la dépose sur le lit. Je me hâte de déboutonner sa chemise et de l'enlever pour la jeter au pied du lit. Puis je délace les brodequins de Lucie pour l'en débarrasser. Je remonte les mains lentement le long de ses jambes jusqu'en haut du pantalon que je déboutonne pour le faire glisser jusqu'au bout des pieds, entraînant les grosses chaussettes de laine en même temps. Je caresse de mes lèvres ses cuisses et ses jambes au fur et à mesure de la descente. Je me hausse de nouveau pour ouvrir et enlever la chemise de flanelle qui recouvre encore le corps que je convoite. Une onde de chaleur envahit mon bas-ventre, tandis que je fais glisser le vêtement le long de ses épaules et qu'elle se soulève et se cambre pour m'aider à la dénuder. Je la déleste de son soutien-gorge qui va rejoindre le reste des vêtements déjà épars sur le plancher. Lucie admire mon torse musclé, mon visage, observant son corps à elle, comme si je voulais l'imprimer sur ma rétine pour en garder le souvenir. Sans perdre une seconde, j'explore avidement de mes doigts et de ma bouche chaque centimètre de peau de son cou, de sa gorge, de sa poitrine. Les mamelons des petits seins de Lucie durcissent sous mes coups de langue. Elle frissonne lorsque je les mordis doucement. Un bref instant, je la vois songeuse, une ombre passant dans ses beaux yeux verts, puis une lueur fugace. À quoi pense-t-elle? Que signifiait cet éclat sombre mais éphémère? Soudain, je me souviens de son inquiétude de ne pas être à la hauteur par rapport aux autres femmes à qui j'avais déjà fait la même chose. Avait-elle encore peur de ne pas être à la hauteur parce que moi, j'avais de l'expérience et pas elle? Mais lorsque je regarde de nouveau, je ne lis dans ses yeux que l'ivresse du désir qui a dû chasser cette pensée. Elle me désire autant que je la désire. Lorsque je remonte pour baiser ses lèvres, elle prend l'initiative de déboutonner mon pantalon et le fait glisser sur mes fesses ainsi que mon caleçon. Mes muscles se contractent sous ses doigts. Je suis agréablement surpris par son audace et me lève pour me mettre complètement nue. Puis je reviens vers elle pour retirer avec douceur sa petite culotte blanche, dernier rempart protégeant sa pudeur. Je contemple un long moment le corps offert de Lucie, fin et délicat comme une porcelaine de Sèvres, avec des courbes parfaites. Moi qui avais souvent été attirée par des filles aux formes généreuses, avec des poitrines opulentes,
Je suis en admiration devant la grâce du corps exposé à mon désir. Une silhouette sculptée par l'exercice physique lié à la vie en montagne, avec des jambes fuselées, des fesses galbées, un ventre plat, des petits seins fermes et haut placés. J'en suis fou, et je voudrais la protéger de tout. Elle est devenue mon trésor, un trésor que je veux chérir et garder pour moi seule. Lucie aussi semble admirer mon corps alors que je la contemple à genoux entre ses jambes. Elle m'a déjà révélé qu'elle aimait mon torse ciselé, ma bouche qu'elle trouve sensuelle, mes yeux qui à cet instant doivent luire de désir, mes cheveux bruns et bourriffés, encadrant mon visage qu'elle juge parfait, avec ses 2 fossettes qui la font fondre. Ma main glissant sur sa cuisse et remontant jusqu'à son entrejambe, la sort de son extase devant ma prétendue beauté. 2 doigts s'insinuent dans son intimité. Je peux constater qu'elle est plus que prête à m'accueillir. Je ne lui ferai pas mal en la possédant. Cependant, je devine que Lucie est partagée entre l'impatience de m'appartenir, malgré la peur de l'inconnu, et sa raison, qui lui dit qu'elle va commettre un péché. Moi, devant son corps offert, je ne suis pas dans le même esprit. Elle est ma plus belle conquête. L'ultime. J'écarte un peu les cuisses de Lucie, rapprochant mon corps nu du sien, jusqu'à ce qu'ils se touchent enfin, pour fusionner et assouvir ce désir que nous endiguons tous les deux depuis longtemps. La respiration de la jeune femme accélère pendant que son cœur s'emballe. Bien que je me maintienne appuyée sur mes bras pour ne pas l'écraser, elle ne peut que sentir le poids de mon corps sur elle, mon souffle brûlant se mêler au sien. Nos lèvres se scellent pour un baiser fougueux. Nos langues s'unissent. C'est alors que mon membre durci la pénètre lentement, avec une extrême douceur. La douleur est brève mais aiguë, car elle laisse échapper un cri, et tout son corps se contracte. Je la serre tout contre moi, l'étreignant amoureusement. Je suis désolée. La première fois, ça peut être douloureux, lui murmurai-je tendrement. Je demeure immobile, la laissant s'habituer à cette présence en elle, observant le moindre tressaillement, la moindre manifestation d'apaisement. Voyant disparaître les grimaces de douleur, je commence à aller et venir en elle, aussi lentement que possible, guettant le moindre signe d'inconfort, tentant de l'apaiser d'une voix douce. Lucie ferme les yeux, essayant de relâcher ses muscles contractés par la douleur. Mes mots d'amour semblent dissiper petit à petit la tension, remplacés par une sensation nouvelle que j'espère agréable, se mêlant à la douleur moins présente. Je perçois le changement quand elle parvient à se détendre, et je la pénètre plus profondément. Mes va-et-vient se font plus rapides. Je concentre toute mon attention sur elle, sur son sexe si étroit et accueillant. Je ne vais plus pouvoir me contenir très longtemps. Quand elle m'étreint en caressant mon dos et qu'elle enroule ses jambes autour de ma taille, je sais qu'elle lâche prise, et pourquoi pas commence à apprécier cette fusion de nos corps. Je suis tentée de changer de position, mais j'y renonce par peur de gâcher ce moment. Je déborde de tendresse, voulant que notre première fois soit unique pour tous les deux. Toutefois, je ne m'attendais pas à ce que Lucie atteigne l'orgasme et je me demande si les petits cris qui lui échappent expriment de la douleur ou du plaisir. Mais à ce moment, ses gémissements montrent clairement qu'elle éprouve une jouissance extrême, une sensation qu'elle n'a encore jamais ressentie. Toute son attention est concentrée sur le plaisir qui la submerge, une béatitude extatique. Elle m'appartient corps et âme, moi, un Allemand. Mais elle me murmure qu'elle m'aime par-dessus tout. J'observe son visage et la rejoins dans le plaisir. Elle est si belle. Je l'embrasse avec ardeur, sentant sa poitrine s'abaisser et se soulever contre mon torse au rythme de son souffle. Après un dernier va-et-vient, je m'affale sur elle dans un dernier râle de plaisir. Elle me caresse le dos avec douceur. Elle est devenue une femme. Je la couvre de nouveau de caresses et de baisers, après avoir repris mes esprits. Nos 2 corps sont couverts de sueur. Lucie réalise que, venant de perdre sa virginité, elle a certainement saigné. Elle se lève précipitamment et ramasse sa chemise pour se couvrir. « Tu sais que ton corps n'a presque plus de secret pour moi ?»
déclarai-je amusée. Elle se retourne pour me répondre, mais sent quelque chose couler à l'intérieur de sa cuisse, et y pose sa main par réflexe. Elle la retire pleine d'un liquide visqueux et opalin. Je viens juste de me glisser entre les draps quand je la vois figée, avec sa main luisante de sperme. Je pince les lèvres, l'air exagérément contrit. « C'est ma faute, plaidai-je. »« Je te pardonne, clame-t-elle avec un sourire. Mais la prochaine fois, il vaudrait mieux que tu évites de jouir en moi, au moins à certains moments. La guerre n'est pas finie. Dieu sait où tout sera dans quelques semaines ou mois. Je ne voudrais pas me retrouver à élever un enfant seul. Sans être mariée, en pleine guerre et en plus d'un Allemand, pensai-je. Ses parents seraient dans tous leurs états. Elle est inexpérimentée, mais pas naïve, sur les conséquences des relations intimes. J'ignore si les études d'infirmière abordent ce sujet, mais connaissant sa soif d'apprendre, j'imagine qu'elle a beaucoup étudié les atlas d'anatomie et de physiologie. J'en ai la confirmation, quand elle m'explique qu'elle vérifierait les jours où nous pourrons faire l'amour jusqu'au bout, et ceux où nous devrons être prudents. J'acquiesce, soucieux de ne pas être la cause du malheur que représenterait une grossesse pour Lucie. Je repense à ce que le curé m'avait dit, mais l'épouser ne changerait pas grand-chose pour elle. Sa réputation en serait entachée, pour les Français. Je la contemple de dos, en train de faire sa toilette intime. Je ne vois d'elle que son visage et sa poitrine que dévoile sa chemise grande ouverte par l'intermédiaire du miroir. Ses longues jambes, puis j'émerge de ma torpeur pour me lever et me rhabiller. Je me colle à son dos au passage et l'enlace pour lui déposer un baiser dans le cou. « Prends ton temps, je vais préparer le repas. C'est une surprise. »« D'accord. Peux-tu me passer mon sac à dos, s'il te plaît ?» Je me rends dans la cuisine et lui rapporte son havresac, puis je repars aussitôt. Je dois dresser la table et réchauffer le plat que j'ai préparé. Rien de comparable avec les plats d'un restaurant de palace, mais fait de mes mains. En revanche, j'ai acheté le gâteau. Je viens juste de mettre la dernière main à la table quand Lucie entre. Elle n'en croit pas ses yeux. Sur une jolie nappe, le couvert est mis pour deux. Il y a même un chandelier art déco avec des bougies et 2 flûtes pour le champagne, dont une bouteille trône dans une petite seille que j'ai remplie de neige. Les bougies diffusent une douce lumière. Je lui tourne le dos, occupé à remuer le contenu d'un faitout dont les effluves agréables me parviennent aux narines. Lorsque je me retourne, je reste bouche bée. Elle s'est changée et porte une robe portefeuille en velours noir qui met sa taille fine en valeur et dont le décolleté, légèrement plongeant, mais sans excès, laisse suggérer plus qu'il ne dévoile sa petite poitrine. Elle porte aussi des escarpins noirs. Ses cheveux sont remontés dans un joli chignon et elle est légèrement maquillée, avec un soupçon de mascara et un peu de rouge à lèvres. Quand elle est apparue, médusée, j'ai cru à une hallucination. J'ose enfin m'approcher et l'invite à s'asseoir. « À l'occasion de votre anniversaire, mademoiselle de Villa, puis-je vous proposer un peu de champagne ?»« Rien que ça, s'exclame-t-elle. Je pensais que ça n'existait plus. »« La preuve que oui, répliquai-je en versant le précieux liquide dans les flûtes. Puis je m'assieds en face d'elle pour trinquer. « À tes 23 ans, mon amour. » Je la contemple tandis qu'elle avale une gorgée. Je n'ose m'attarder sur son décolleté, de peur de me retrouver à l'étroit dans mon pantalon. Elle est si belle, avec ces quelques mèches qui s'échappent de son chignon. Mais ce ne serait pas un véritable anniversaire sans cadeau, fais-je soudain en me levant pour aller vers le buffet et en tirer un paquet. Je reviens m'asseoir et lui tends le paquet joliment enrubanné. « Merci, » dit Lucie timidement. Elle ne s'était apparemment pas imaginé que j'allais lui faire un cadeau. Son cadeau, c'était d'abord moi, dit-elle. Avec d'infinies précautions, elle délie le ruban et ôte le papier, décollant soigneusement les 2 morceaux d'adhésif. Une boîte en carton apparaît, révélant également le contenu. Elle pousse néanmoins un cri de surprise en l'ouvrant. « Un appareil photo ? Le dernier de chez Leica ? Le 3A ? » ?»« Oui. Qualité allemande garantie, réponds-je, pince sans rire. « Et tu as même prévu les pellicules ? » ?»«
Ça aurait été idiot de ma part de t'offrir un appareil dont tu ne puisses pas te servir immédiatement. Manifestement, mon cadeau a fait mouche, car un grand sourire étire les jolies lèvres maquillées de ma belle blonde. Son visage reflète toutes les émotions qu'elle ressent à cet instant. Elle se lève pour venir m'embrasser. Merci, Hugo. Comment as-tu su? J'ai repensé à cette fois où tu m'as parlé des photos que tu faisais avec l'appareil de ton frère. Je me suis dit que tu aimerais certainement avoir le tien, rien qu'à toi. Après un nouveau baiser, elle retourne s'asseoir et boit une nouvelle gorgée de champagne. Pendant ce temps, je retourne vers la cuisinière et transvase une partie du contenu du faitout que je retire du feu dans un plat creux avant de la porter à table. « De la potée ?» s'écrie Lucie ébahie. « Oui, ma mère en faisait quelquefois. C'est un des rares plats que je sais faire, car la cuisine et moi, ça fait deux. En tout cas, ça sent bon. Si je m'attendais à ce que tu fasses la cuisine. Ça vaut bien une photo, s'exclame-t-elle en joignant le geste à la parole. Fais-moi ton plus beau sourire. Pendant que nous dégustons ce plat régional, je lui raconte quelques anecdotes sur mon enfance. L'amour que ma mère nous portait, à ma sœur et moi, de mon père avant l'arrivée d'Hitler, nos sorties en montagne, le ski. Lucie voit bien que je suis nostalgique de cette époque. À son tour, elle raconte des épisodes cocasses de son enfance, les bêtises qu'accumulait son frère à l'école. Elle se remémore l'époque où son institutrice leur passait des images avec le stéréoscope Educa, une grande boîte en bois ciré avec son binoculaire et ses plaques en verre. Elle se souvient des images anciennes, du téléphérique du Brévent et des glaciers qui descendaient alors jusque dans les vallées. À l'école, avec son frère et d'autres gamins, elle parlait le patois que ses grands-parents pratiquaient, ses parents aussi avec les gens du pays, mais pas avec les touristes. Nous nous faisions reprendre par les instituteurs quand nous le parlions, évoque-t-elle. Elle cite quelques exemples qui les font rire aux éclats. Puis elle parle de M. Boquet, un jeune instituteur arrivé en 1930, tout juste sorti de l'école normale de Bonneville, et qui était toujours au village, ayant épousé une fille du pays, Blanche Burnet. Comme dans de nombreuses petites communes, il était aussi secrétaire de mairie. Mais ce qui était nouveau avec lui, c'était sa méthode d'enseignement, l'école de la nature, disait-il. La méthode Freinet, qu'appliquait aussi son collègue des Bossons. Jamais entendu parler? En quoi ça consiste, demandai-je. Lucie explique que cette pédagogie passe par l'étude de l'environnement des élèves en leur faisant raconter ce qu'ils voient autour d'eux, ce qui les a surpris, étonnés ou effrayés. Par exemple, nous devions écrire de courts témoignages du dimanche à la maison, du lézard qui avait filé se cacher sous la pierre ou de la neige tombée en abondance. Tous les sujets étaient bons, rédigés et corrigés par nous, les écoliers, illustrés d'un dessin, le tout gravé sur linoléum et imprimé sur le journal de l'école intitulé « Près des cimes ». C'était ce qu'il appelait le texte libre. Les textes étaient exploités grammaticalement et analysés du point de vue des intérêts des élèves qu'ils révélaient. Les questions et les problèmes dégagés des textes, d'ordre historique, géographique, technique, etc., étaient l'occasion d'expériences physiques, de travaux d'atelier, de recherches documentaires. La classe se répartissait les tâches. « Ça semble très intéressant, déclarai-je. Apprendre en expérimentant, en manipulant, c'est concret. En plus, les élèves devaient être autonomes rapidement et coopérer entre eux pour le journal. En tout cas, ça doit stimuler la créativité et la confiance en soi, car vous deviez vous sentir valorisé avec l'utilisation de vos textes. Pour nous, à l'époque, c'était l'apprentissage du français et du calcul avec du vécu, dit Lucie. Lorsque nous présentions des objets, des idées ou des expériences devant la classe, nous devions nous exprimer oralement et nous partagions nos connaissances. Le fait d'écrire sans contrainte pour exprimer nos pensées nous rendait effectivement créatifs. Ça passait aussi par l'échange de lettres avec d'autres classes pour apprendre à communiquer et à établir des liens. Ce que je préférais, c'était les excursions sur le terrain. Apprendre par l'expérience. Au moins, c'était vivant et concret. Il y avait aussi le conseil de classe, où nous discutions pour prendre des décisions collectivement. Impossible en Allemagne depuis Hitler. Parce que ça, mon amour, c'est l'apprentissage de la démocratie, constatai-je avec un sourire qui en disait long. Tout en devisant gaiement, nous sommes arrivés au dessert, et Lucie doit souffler ses bougies, pendant que je la prends en photo. Ne me dis pas que tu as aussi fait le gâteau, s'enquiert-elle. Oh que non, ça c'est de nouveau l'œuvre de M. Aubert.
Nous buvons une nouvelle flûte de champagne en dégustant la pâtisserie les yeux dans les yeux. Dommage qu'il n'y ait pas de gramophone. J'aurais pu t'inviter à danser, déclarai-je. Je peux chanter si tu veux. Allez, viens. Elle se met à chanter Mon amant de Saint-Jean. Elle a une très jolie voix. Je me laisse aller et bientôt la fais valser comme si nous étions aux musettes. Elle a continué, avec la chapelle au clair de lune, pour une danse plus intime encore. J'ai encore envie de toi, Lucie, susurrai-je à son oreille. Elle ne répond pas, mais m'entraîne vers la chambre, où nous nous déshabillons l'un l'autre, fébrilement. Je m'aperçois qu'elle ne porte pas de bas sous sa robe, ce qui me facilite la tâche. Nous ne fermons pas l'œil avant le matin, après une longue nuit à nous aimer, des étreintes et des baisers à n'en plus finir, des mots d'amour, des serments de fidélité. Le soleil est déjà haut dans un ciel bleu pur d'hiver quand nous sortons de notre léthargie. Les pâles rayons s'infiltrent à travers les carreaux de l'étroite fenêtre, illuminant les cheveux de Lucie. Elle cligne des yeux, l'esprit encore embrumé, sous mon regard émerveillé. Elle est blottie contre moi, le dos collé à mon torse. Je la pousse légèrement jusqu'à ce qu'elle roule sur le ventre. J'écarte les longs cheveux de son visage qu'elle a tournés vers moi et commence à effleurer de mes lèvres son front, ses joues, son cou et ses épaules. Je continue à descendre tout le long de sa colonne vertébrale, la couvrant de baisers. Je remarque au passage un grain de beauté sur son omoplate gauche. La lumière matinale dévoile subtilement tous les contours de son corps, et je m'interromps pour la contempler. Elle est si belle, me dis-je. Étendu près d'elle, je reprends mes caresses, et mon désir déjà éveillé par la vision de ma belle encore ensommeillée s'accroît dès que je la touche de nouveau. Je me presse contre sa hanche, à mon membre déjà tendu, savourant la douceur de la peau de Lucie sous mes doigts, qui atteignent l'espace entre ses cuisses et se glissent jusqu'à cet endroit que je sais si sensible. Je scrute sur le visage de la jeune femme la moindre mimique, le moindre gémissement, selon la pression ou la vitesse avec lesquelles je titille ce petit bourgeon. Je prends une de ses mains pour la guider jusqu'à cette zone très érogène et la stimuler. « Continue, pendant que je te fais l'amour, » murmurai-je avant de m'installer au-dessus d'elle. Je me délecte du contact de ses petites fesses galbées contre mon sexe dressé, qui m'enivre de plaisir. Au fur et à mesure de ma progression vers l'entrée de l'intimité de Lucie, je la sens s'ouvrir à moi pendant qu'elle se caresse. Je m'enfonce en elle, jouissant de chaque centimètre de cette délicieuse intrusion. Mais je sais déjà que je ne pourrai pas tenir longtemps, même en maîtrisant le rythme et la profondeur de mes coups de boutoir, tant les fesses de Lucie butant contre mon ventre m'excitent. J'accélère mes mouvements, et Lucie sent arriver une vague d'une puissance telle que son cœur bat frénétiquement. À chaque va-et-vient, elle sent mon membre dur sous ses doigts, qui s'active à l'endroit vers lequel j'avais guidé sa main. Son exaltation est telle qu'elle me crie qu'elle veut se donner entièrement à moi, du plus profond de ses entrailles. Sa respiration devient précipitée et elle est submergée par un tsunami de plaisir suprême, un orgasme intense parcourant chaque fibre de son corps qui déclenche le mien. Avec un cri étouffé, je me retire, emporté par un flot de plaisir et de félicité, répandant toute ma semence sur Lucie. Nous haletons, comblés et ivres de bonheur. 1 heure de l'après-midi sonne au clocher de l'église. Toujours nus, nous profitons encore de quelques instants, blottis l'un contre l'autre. Nous nous résolvons à nous lever pour faire un brin de toilette, l'un après l'autre, avant de nous habiller. Lucie remet sa tenue de skieuse, plus adaptée que la robe en velours à cette saison. Elle relance le feu dans la cuisinière et met à chauffer de l'eau pour laver la vaisselle de la veille restée sur la table et la poter à réchauffer pour notre repas tardif. Je la rejoins et essuie la vaisselle au fur et à mesure qu'elle la lave. Le repas est vite expédié. Lucie m'entraîne ensuite vers les gaillants, puis jusqu'au bosson. Mais au retour, je remarque que sa mine devient plus sombre. Elle n'a plus dit un mot jusqu'au chalet. « Qu'est-ce qu'il y a, chérie ?» demandai-je inquiet, après lui avoir cédé le passage pour entrer dans notre refuge. Au moment où je pose cette question, elle fond en larmes. « Je ne veux pas te quitter, Hugo. Personne ne t'y oblige, mon amour. Tu peux passer toutes tes nuits ici, que je sois là ou non, à moins que tu sois aussi surveillé qu'à l'internat, lorsque tu étais élève.
ajoutai-je en lui relevant le menton. Non, la surveillante veille surtout à ce que nous soyons à notre poste. En dehors des heures de travail, j'ai le droit d'aller en ville, ce qui est assez réduit avec le couvre-feu. Ce que je crains surtout, c'est de mentir à mes parents. Mon amour, tu leur as déjà menti plusieurs fois, mais je peux te garantir que l'abbé Payot t'absoudra. Elle me considère d'un air dubitatif. Comment le curé pourrait-il absoudre le mensonge et le péché de chair qu'elle a commis, et pas qu'une fois? Le pire, c'est qu'elle est prête à recommencer. Il a repéré ton manège, quand tu as commencé à repartir plus tôt de Valorcine et y revenir plus tard que d'habitude, et ton changement aussi. Et quand je lui ai avoué que je t'aimais, il m'a même suggéré de nous marier civilement en Suisse, puis de nous marier religieusement en secret à Valorcine. Mais au moment où il m'a mis cette idée en tête, je n'étais même pas certain que tu éprouves les mêmes sentiments que moi. Un mariage secret, s'étonne-t-elle? Oui. Ainsi, devant Dieu, nous ne vivrions plus dans le péché. En revanche, devant les hommes, ça ne changera rien. Hugo, toi, tu m'aimes au point de m'épouser? À ton avis? Je t'aime, et je veux passer ma vie avec toi. Mais avec cette guerre, tout se ligue contre nous. Si je ne t'en ai pas parlé, c'est parce qu'un tel mariage ne te met absolument pas à l'abri. Et puis, garder un secret pareil, c'est toujours mentir. Bref, nous tournons en rond, conclut-elle songeuse. Mais le curé n'est pas le seul à s'être aperçu de mon changement. Je la regarde, circonspect. Qui d'autre a pu s'en rendre compte? En tout cas, pas ses parents. J'espère qu'il ne s'agit pas de quelqu'un qui pourrait nuire à la réputation de Lucie, que je souhaite préserver au maximum. Qui donc a remarqué, demandai-je. Ma meilleure amie, la seule que j'ai à Chamonix. Mathilde Perrault. Elle est originaire d'Argentière et s'est installée comme couturière ici quand elle s'est retrouvée seule après la mort de son père en montagne. Nous prenons le thé ensemble, chaque semaine chez elle ou au Café National. Celui qui se trouve en face des photographes, les frères Coutet, près de la fontaine Balma. En effet, je vois où c'est. Mathilde habite tout près, dans la rue Paccard, juste à côté de la mercerie tenue par la Canie. Drôle de nom, aimai-je. C'est un sobriquet. Un canier en patois, c'est un roseau. On l'appelle ainsi sans doute parce qu'elle est grande et mince. En plus, elle se tient toujours très droite. Son vrai nom est Denise Payot. C'est la mère de notre curé. D'ailleurs, elle n'a eu que des fils. Elle les a élevés seule après la mort de son mari en 1920. Je souris. Elle éprouve toujours le besoin de me préciser le sens des différentes expressions utilisées dans la vallée. Il est vrai qu'il y a des différences avec celles du Chablais. Bref, Mathilde s'est aperçue que j'étais différente. Il paraît que je rêvassais sans arrêt, avec un air béat. C'était après notre premier rendez-vous. Elle m'a carrément demandé si j'étais amoureuse. Je ne pouvais pas nier. Évidemment, elle a voulu savoir de qui. Et je lui ai juste dit ton prénom. Vois-tu, c'est aussi la petite amie de mon frère. Vu que Zion est prisonnier, je ne me voyais pas lui dire que tu es allemand. Mais je suis certaine qu'elle a des soupçons. La connaissant, elle va chercher à en savoir plus. Je préférerais te la présenter avant qu'elle se fasse tout un cinéma. Et si elle ne m'apprécie pas, m'enquiers-je? L'abbé Payot peut nous aider. Lui sait qui tu es vraiment, et mon père aussi. Si ce n'est que ton père ne sait pas pour nous deux. En effet, mais je peux l'amener à parler en ta faveur devant Mathilde. En attendant, nous convenons tous les deux de rester amants tout en étant discrets et de nous marier au grand jour lorsque la guerre sera finie. Et bien entendu, Lucie décide de passer ses nuits avec moi. Toutefois, elle continuerait à rentrer à Valorcine lorsqu'elle est en repos, surtout afin de ne pas éveiller de soupçons. Elle veillerait à respecter ses horaires habituels pour rentrer chez ses parents et en revenir. Elle regagnerait aussi sa petite chambre à l'hôpital lorsque je serai absent de Chamonix.